Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est les cours en vidéo et j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler micro-organismes et nutrition. En toute chose, j'espère que vous allez bien, que cette phase de déconfinement se passe toujours bien pour vous et que vous avez surtout la santé. N'hésitez pas aussi à profiter des beaux jours à sortir et à profiter du paysage qui vous entoure, à profiter de votre famille, bien sûr, tout en respectant les gestes de distanciation physique. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un cours que l'on effectue en classe de 4e au collège. Donc voilà, première vidéo collège sur la chaîne. Donc voilà, j'ai apporté quelques modifications au diaporama que je vous présente, dans la manière de le confectionner, dans la manière de vous présenter les notions. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Alors on va commencer tout de suite avec le sommaire de cette vidéo. Donc on va voir donc pour le chapitre micro-organismes et nutrition. Donc en première partie une alliance entre plantes et champignons. Ensuite nous verrons dans une seconde partie une alliance entre plantes et bactéries. Et enfin on terminera cette vidéo avec une alliance entre micro-organismes et animaux. Alors donc on s'attaque à notre première partie directe dans le vif du sujet. Une alliance entre plantes et champignons. À noter, donc la stat importante, c'est que cette alliance est extrêmement majoritaire dans le monde végétal, vu qu'on considère qu'il y a 90% des plantes qui vivent en association avec des champignons. Il est même stipulé que euh, certaines plantes ont un besoin essentiel de champignons pour vivre, sinon elles ne vivraient pas. Alors la problématique que j'ai décidé de vous présenter pour cette partie, c'est comment cette association profite aux plantes, aux champignons, mais aussi à l'homme. On va s'intéresser tout d'abord donc à l'organe clé de cette association. Donc comme je vous le rappelle, donc la plupart des plantes vivent en association avec des champignons. Les portions de racines associées aux filaments de champignons sont nommées des mycorhizes. Alors petite nouveauté donc sur mes diaporamas, dès que vous voyez une notion en violette, ça veut dire qu'il y a un point vocabulaire à présenter sur cette notion. Et le point vocabulaire est juste en bas à droite, donc une mycorhize. C'est un organe formé par l'association de filaments des champignons avec des racines d'une plante. En gros, qu'est-ce que ça donne à l'image réelle? Donc vous avez une racine, voilà, une racine qui s'est mélangée avec les filaments du champignon pour former un mycorhize. Donc c'est cette structure en Y. Alors si on zoome dessus et qu'on fait un schéma d'interprétation, donc vous avez ici donc la racine, le manchon de filament entourant la racine, et la racine au centre non visible. Donc c'est bien une association entre filaments de champignons et racines de végétaux. Mais est-ce que les mycorhizes sont si importants que ça? Pourquoi elles sont si importantes? Eh ben, je vous ai mis un graphique qui représente la masse moyenne de culture avec ou sans mycorhizes. Et vous voyez chez les carottes, le poireau, le haricot et le maïs qu'avec mycorhizes, c'est essentiel pour avoir une masse de culture hyper importante comparée à une masse de culture sans mycorhizes. La carotte, c'est affligeant. Vous voyez, on a 0,07 g de culture sans mycorhizes. On est à 9 g de culture avec mycorhizes. Donc on double quasiment on double plus de 90 fois. C'est hallucinant. Pareil pour le poireau, pareil pour l'haricot, pareil pour le maïs. Pour le blé, on n'observe pas de différence. Donc ça veut dire que le blé n'a pas besoin de former de mycorhizes pour produire une masse de culture assez importante. Et donc là, on voit tout de suite l'intérêt direct pour l'homme. La culture, c'est qu'il faut cultiver avec mycorhizes. Vous voyez bien que la masse de culture sera plus importante, donc beaucoup plus de production, beaucoup plus de rendement. Et donc forcément, la nourriture sera plus abondante. Donc on voit tout de suite le rôle indispensable de cette association dans l'alimentation humaine. Alors les échanges qui s'effectuent entre les plantes et les champignons. Donc les champignons prélèvent dans le sol de la matière minérale, azote, phosphore, eau, qu'ils transfèrent à la plante. En retour, la plante leur transfère une partie de la matière organique qu'elle fabrique pour la photosynthèse. Donc, je vous ai mis un schéma d'une expérience montrant le rôle d'un champignon associé à une plante. Donc vous avez ici un schéma 1. Donc ici, deux compartiments A, B, avec un qui contient de la terre avec des sels minéraux marqués. Un grillage qui sépare avec des trèfles sans mycorhizes. Au bout de 30 jours, on voit que le trèfle a développé ses racines, mais n'a pas réussi à aller jusqu'à les sels minéraux marqués. Dans l'expérience 2, on prend les mêmes choses, sauf qu'à ces trèfles, on va les associer avec des mycorhizes. Vous voyez qu'au bout de 30 jours, ils ont développé, donc grâce aux mycorhizes, ils ont développé des filaments de champignons qui ont pu aller directement prélever les sels minéraux marqués qu'on avait dans l'autre contenant. Et donc, comme on le précise en bas, les sels minéraux ont été marqués grâce à un traitement chimique, et les chercheurs peuvent les repérer. Ils sont en quelque sorte repérables dans l'organisme, et vous voyez,
Expérience 1, on a très peu de sels minéraux marqués. Expérience 2, on a beaucoup de sels minéraux marqués. Donc là, on voit une expérience qui nous montre vraiment le rôle des mycorhizes dans la nutrition, dans les échanges entre les plantes et les champignons, etc. etc. Donc c'est une association bénéfique entre la plante et les champignons, on parle de symbiose. Qu'est-ce qu'une symbiose? Donc selon le biologiste Marc-André Sellos, une plante a besoin d'eau et de sels minéraux, un champignon a besoin de matière organique. Dans une mycorhize, chaque partenaire contribue à satisfaire les besoins nutritifs de l'autre. Cette association à bénéfice réciproque est une symbiose. Ces symbioses nous dit qu'ils sont très anciennes dans l'histoire de la vie, car la plus vieille mycorhize connue a été trouvée dans un fossile vieux de 410 millions d'années. Donc on voit ici une définition de symbiose. Donc une symbiose, c'est une association bénéfique entre deux partenaires à usage réciproque. On va s'intéresser à notre deuxième partie, de cette vidéo, donc une alliance entre plantes et bactéries, avec, pareil, comme tout à l'heure, le regard clé de cette association. Alors, donc en préambule, les plantes vivent en symbiose avec des bactéries, on a vu la définition de symbiose tout à l'heure. Elles les hébergent dans des structures rondes nommées nodosités. Nodosité en violet, c'est-à-dire qu'il y a un point vocabulaire en bas à gauche. Nodosité, donc une nodosité, c'est un organe sphérique formé par l'association d'une multitude de bactéries rhizobium et d'une racine de plante de la famille des fabacées. Donc dans la famille des fabacées, vous avez par exemple le haricot, le petit pois, les fèves, les pois chiches, etc. etc. Alors, quel est ce rôle? Donc comme tout à l'heure, est-ce qu'il y a vraiment un impact sur les plantes, cette association? Donc vous avez ici la culture de lupin blanc. Donc comme tous les lupins, les plantes de gauche sur la photographie contiennent des bactéries dans leurs racines. Pour cette expérience, on a aussi cultivé des lupins sans bactéries dans leurs racines, à droite. Le lupin peut être utilisé dans l'alimentation humaine et animale. Donc vous voyez ici présence de bactéries, vous voyez, déjà on a des feuilles, on a une plante beaucoup plus haute, avec des feuilles beaucoup plus vertes. La couleur verte est très bien marquée, des feuilles beaucoup plus grandes, beaucoup plus de feuilles, qu'en absence de bactéries. Et donc pareil, comme c'est utilisé dans l'alimentation humaine, vous voyez, il y a beaucoup plus de production avec cette bactérie, donc beaucoup plus de rendement pour l'alimentation humaine. Donc l'homme s'y retrouve toujours dans cette association entre organismes. À quoi ça ressemble au final une nodosité? Je vous avais ici donc en photo 2 une racine de lupin blanc. Donc les racines du lupin et de toutes les plantes de la famille des fabacées, donc haricots, petits pois, fèves, pois chiches, etc., possèdent des nodosités. Et donc les nodosités, c'est, donc vous voyez les racines, et c'est en fait c'est toute cette petite structure sphérique. Et si on zoome dessus, donc c'est-à-dire en photo 3, si on prend une nodosité qu'on observe au microscope, vous avez ici le noyau, les cytoplasmes d'un nodosité, donc ça fait partie des cellules végétales. Et tous les petits points à l'intérieur du cytoplasme, ce sont les bactéries, donc les bactéries de rhizobium. Et en gros, les échanges qui s'y passent, donc les bactéries prélèvent le dioxygène de l'air pour fabriquer des molécules organiques riches en azote. Ces bactéries vont transférer ces molécules riches en azote donc à la plante, qui en retour, donc la plante va transférer de la matière organique essentielle à la vie de la bactérie. Et donc pareil, nous sommes en présence d'une symbiose. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va voir une alliance entre micro-organismes et animaux. Vous n'êtes pas sans le savoir que l'appareil digestif des humains et de nombreux animaux contiennent des micro-organismes qui participent à la digestion des aliments. Problématique, comment des micro-organismes peuvent aider les animaux à digérer des aliments? Donc les micro-organismes pour la digestion, donc je vous ai pris l'exemple de la vache, qui est un exemple très connu. Il faut savoir que de nombreux herbivores sont incapables de digérer par eux-mêmes les aliments qu'ils ingèrent, et ce sont donc les micro-organismes qu'ils hébergent dans leur tube digestif qui les digèrent à leur place. Donc je vous ai mis une photo ici donc, de l'appareil digestif d'une vache. Donc à noter que dans 1 millilitre de liquide prélevé dans l'estomac d'une vache, il y a plus d'1 milliard de bactéries. Ces bactéries digèrent la cellulose. Donc la cellulose, c'est toutes les molécules présentes dans l'herbe. Et donc les vaches n'arrivent pas à digérer cette cellulose sans les bactéries qu'elles possèdent dans l'estomac. Donc ils ont besoin de bactéries pour digérer la cellulose. Donc les bactéries vivent et se multiplient dans un milieu sans cesse alimenté par de la nourriture, maintenu humide et à température constante et préservé de la sécheresse. Donc toutes ces conditions sont favorables au développement des bactéries pour aider la vache à digérer les celluloses. Donc vous voyez donc que la vache, donc vous imaginez que la vache va brouter de l'herbe. Donc à noter que la vache, donc là ici il y a 3 poches de l'estomac
3 poches de l'estomac de la vache qui sont représentées. Donc vous imaginez que la vache va manger. Donc la cellulose contenue dans les herbes rentre dans la bouche, dans l'œsophage, arrive dans la poche 1 de l'estomac. Ici va s'effectuer ce qu'on appelle la digestion de la cellulose de l'herbe par les bactéries. Donc comme ça la vache va pouvoir digérer. Et en deuxième partie, donc, on va passer donc dans la poche 2 et dans la poche 3 des bactéries. On a la digestion des bactéries par la vache. Donc la vache va digérer les bactéries pour renouveler ses bactéries, pour avoir pas trop de surplus de bactéries. Donc elle va les digérer, ensuite voilà. Donc après ça va suivre tout le transit intestinal, intestin grêle, gros intestin, anus, donc voilà. Mais sans ces bactéries, il est important de noter que quasiment tous les herbivores n'arriveraient pas à digérer l'herbe qu'ils avalent. Donc c'est encore une fois une association primordiale, autant pour les herbivores que pour les bactéries, car les bactéries y trouvent un milieu favorable à leur développement, c'est-à-dire un milieu avec de la nourriture, humide et à température constante. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo de cours de 4ème donc sur les micro-organismes, les associations et leur rôle dans la digestion, dans le maintien et la survie de cultures de plantes, etc. Donc c'est tout pour cette petite vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à répondre dans les commentaires, on sera toujours là. N'hésitez pas à cliquer pour aller voir la précédente vidéo juste ici, n'hésitez pas à mettre un like et aussi à vous abonner juste ici. On se retrouve sinon sur YouTube ou alors sur la page Facebook ou alors donc les cours en vidéo ou sur Twitch les cours en live. N'hésitez pas à y faire un tour, tout est dans la description. C'était les cours en vidéo, je vous dis ciao ciao tout le monde.